Un rocher perdu, un missile, des aventuriers et un post-it. Du pétrole, du guano et une pizza. Bienvenue à Rockall. Où ça? Loin, très très loin. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Bisbille sous roche. Ah, les beaux soldats britanniques en uniforme traditionnel, semblant venir d'un autre temps. Cette tunique rouge vif et ce bonnet en poil d'ours qui font la joie des touristes. Mais il y a d'autres uniformes aussi typiques. Celui de ces lifeguards à cheval, par exemple. Ou celui de ces Royal Marines assurant ici la garde de... Rockall. Qu'est-ce que Rockall ? Un minuscule rocher perdu au milieu de l'océan, à 370 km à l'ouest du Royaume-Uni et à 425 km au nord-ouest de l'Irlande. C'est le sommet d'un très ancien volcan, aujourd'hui éteint. Sa base fait à peu près 25 mètres sur 30 et il culmine à 17 mètres et 15 cm. Rockall est recouvert de guano. Dans le coin, les vagues peuvent faire la taille d'un immeuble. Et en 1904, le transatlantique danois SS Norge s'est échoué sur un récif à 300 mètres de là, faisant plus de 600 victimes. Comme le Titanic, un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire. Pas très accueillant donc. Et pourtant, Rockall est depuis plus de 50 ans l'épicentre d'un différend entre Britanniques, Irlandais, Danois et Islandais. Et cette mise en scène des Britanniques, qui date de 1974, a pour but de rappeler au monde entier que Rockall est à eux. Alors, pour tout comprendre de ce conflit, en avant pour un petit cours d'histoire. Rockall est connu depuis longtemps. On le trouve par exemple sur cette carte de 1623. Et selon certains, son nom pourrait faire référence au Rockabara, un rocher de la mythologie gaélique dont la troisième apparition annoncerait la fin du monde. Bigre. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que le Royaume-Uni commence à s'intéresser à Rockall. En 1811, des marins de la Royal Navy l'escaladent. En 1831, une expédition militaire vient mesurer sa position avec précision. Et puis, il y a des expéditions scientifiques civiles, comme celle du commandant Charcot à bord de son bateau, le Pourquoi pas, qui passe ici en 1921. À Rockall, on a d'ailleurs découvert une roche qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'on a appelée la Rockallite. Cependant, jusqu'ici, Rockall n'appartient à personne. Ce n'est que dans les années 1950 que le destin de Rockall va basculer. Nous sommes en effet en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et les Américains livrent à leurs alliés britanniques des missiles Corporal, les premiers capables d'emporter une charge nucléaire. Les Britanniques prévoient alors d'essayer leur nouveau missile depuis une base située en Écosse, vers l'Atlantique Nord, en direction de Rockall, mais sans charge nucléaire, rassurez-vous. Mais comme le rocher n'appartient à personne, les Britanniques craignent que les Soviétiques ne s'y installent pour espionner leurs essais. Londres décide alors d'annexer Rockall. Et le 18 septembre 1955, à 10h16 exactement, sur ordre de la reine, des soldats hissent l'Union Jack sur le rocher. Et comme trace de l'annexion, on installe une plaque. Rockall est d'ailleurs le dernier territoire conquis par le Royaume-Uni, alors que les Britanniques sont en train de perdre leur empire. Dès 1922 d'ailleurs, l'Irlande est sortie officiellement du Royaume-Uni, exception faite de l'Irlande du Nord. Rockall contre un empire ? Pas sûr d'avoir gagné au change. Quoique, au début des années 70 en effet, on découvre du pétrole en mer du Nord. Et les Britanniques se disent qu'il y en a peut-être aussi autour de Rockall. Ils décident alors d'y consolider leur position. Et le 10 février 1972, la reine signe le Island of Rockall Act, qui fait de Rockall non plus un territoire, mais une partie du Royaume-Uni, et non plus un rocher, mais une île. De cette manière, Rockall rentre dans le cadre de la Convention des Nations Unies qui régit le droit de la mer, signée en 1958 à Genève. En étant une île et une partie du Royaume-Uni, Rockall autorise en effet les Britanniques à revendiquer plus de zones à exploiter dans l'Atlantique Nord. Et pour affirmer encore un peu plus la souveraineté britannique à Rockall, la Royal Navy dynamite son sommet pour y installer un phare. Nom de l'opération, Top Hat, en français, eau de forme. Et c'est à cette époque qu'est aussi prise notre photo du début. Mais c'était compté sans les Irlandais. Il faut savoir qu'à l'époque, Londres se bat en Irlande du Nord contre les indépendantistes. Ceux qui n'aident pas les Irlandais d'Irlande à aimer leurs voisins britanniques. Dublin conteste alors officiellement la souveraineté britannique sur Rockall. Un groupe de musique irlandais, les Wolfe Tones, compose d'ailleurs une chanson qui affirme qu'il appartient à l'Irlande.
Bien plus tard dans les années 80, un couple de marins tentera, paraît-il, d'y planter le drapeau irlandais, mais sans succès. L'action la plus étonnante est sûrement celle de Sean Loftus, un homme politique de Dublin. Il change carrément son nom en y glissant Rockall. Déjà lors d'élections en 1973, il avait rajouté Dublin Bay dans son nom afin de protester contre un projet de raffinerie dans la baie de Dublin. Mais le meilleur coup irlandais contre les Britanniques a lieu en 1982 à Montego Bay en Jamaïque, où les Nations Unies signent une nouvelle convention régissant le droit de la mer pour remplacer celle de 1958. Lors des discussions, les Irlandais ont en effet ardemment défendu l'article 121.3 qui stipule que les rochers non habitables ne peuvent pas avoir de zone économique exclusive ni de plateau continental. Traduction dans notre cas, si Rockall n'est pas habitable, ce sont les revendications du Royaume-Uni sur les zones alentours qui sont fragilisées, et donc sur les fonds marins et le pétrole. Alors, Londres ne signe pas la convention. Heureusement, un certain Tom McLean, ancien des forces spéciales de Sa Majesté, va s'en mêler. Le 26 mai 1985, en effet, il s'élance à l'assaut de Rockall. Il manque de se noyer, mais finit par réussir à monter sur le rocher, ou sur l'île, on ne sait plus. Et il y construit un abri pour y rester 6 mois. Le but ? Accomplir un exploit, et affirmer la souveraineté britannique, encore une fois. Mais au passage, McLean pourrait aussi prouver que Rockall est habitable, et donc bien une île. Ce qui ferait les affaires du gouvernement britannique, dirigé à l'époque par la très conservatrice Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer. Cependant, McLean s'ennuie ferme et rentre au bout de 40 jours. Rockall n'est pas habitable. Malgré ces chamailleries, Irlandais et Britanniques vont entamer des négociations pour se partager les fonds marins dans la région. Et le 7 novembre 1988, un accord de délimitation est signé. Le pragmatisme l'a emporté. Mais l'accord irlando-britannique est fraîchement accueilli par les Danois présents aux îles Féroé et par les Islandais. Et oui, les deux pays qui ne revendiquent pas Rockall proprement dit ont eux aussi des prétentions sur les fonds marins dans la région, rendues publiques dès 1985. Oui, c'est bien compliqué. Et c'est bien plus tard, en 1997, que la situation va bouger. À l'époque, les compagnies pétrolières ont commencé la recherche d'hydrocarbures du côté de Rockall. Et la célèbre ONG Greenpeace s'oppose à ces manœuvres. Le 10 juin, 3 de ces activistes sont envoyés sur Rockall pour l'occuper. Et 5 jours plus tard, Greenpeace déclare carrément l'indépendance des lieux. Die Proklamation des Staates Waveland ist ein symbolischer Akt. Neue Erdölfelder dürfen nicht erschlossen werden, egal in welchem Gebiet, in welchem Land und von welcher Regierung erlaubt. Bienvenue donc au Waveland. Sur Internet, 15 000 personnes demandent alors la nationalité de ce nouveau pays. Des passeports et des timbres sont distribués, et des ambassadeurs sont même nommés. Mais cette année-là, les conservateurs britanniques ont été chassés du pouvoir par les travaillistes de Tony Blair, et le ton a changé. Ce sont eux d'ailleurs qui feront bientôt la paix en Irlande du Nord. Et alors que Greenpeace occupe toujours Rockall, Londres accepte enfin la Convention sur le droit de la mer le 25 juillet 1997 et admet que le rocher n'est pas habitable. Ce qui fragilise les revendications du Royaume-Uni dans l'Atlantique Nord. Une petite victoire pour Greenpeace, qui décide de quitter Rockall après 42 jours d'occupation, soit 2 de plus que Tom McLean, record battu. Et avant de partir, les activistes abaissent symboliquement les drapeaux des pays qui revendiquent les fonds marins de la zone et hissent une dernière fois le drapeau du Waveland. Mais la reculade britannique a détendu l'atmosphère, et l'heure est désormais au dialogue. Ainsi, par 3 fois dans les années 2000, les 4 pays se mettent autour d'une table, mais sans réussir à tomber d'accord. En désespoir de cause, les prétendants ont finalement décidé de porter l'affaire devant la Commission des limites du plateau continental, l'organe de l'ONU chargé d'arbitrer les différends entre nations sur ce genre de questions. Et à ce jour, la Commission n'a pas encore rendu son avis. Quoi qu'il en soit, à Rockall, Irlandais et Britanniques se chamaillent toujours. Et oui, les Britanniques s'en estiment toujours propriétaires, alors que les Irlandais soutiennent désormais qu'il ne peut appartenir à personne, ce qui a des conséquences sur les zones de pêche. Bah oui, il n'y a pas que du pétrole à Rockall, il y a aussi du poisson. En attendant, les exploits de McLean ou de Greenpeace ont inspiré nombre d'aventuriers amateurs ou professionnels. Et Rockall est aujourd'hui une sorte d'Everest des mers. En tout, depuis le 19e siècle, ce sont plus de 140 personnes qui auraient ainsi grimpé sur Rockall, la plupart pour quelques heures. En 2014, un certain Nick Hancock a battu le record en y vivant 45 jours. À son retour à terre,
Il confessera avoir envie d'une bonne bière et d'une pizza. Et en 2006, un certain Ben Fogel raconte dans un livre qu'il a voulu y accoster pour s'en déclarer roi. Comme trace de son passage, il y aurait déposé un post-it. Il aurait eu tort de se priver. En effet, la plaque installée en 1955 par les Britanniques a disparu, emportée par les monstrueuses vagues de l'Atlantique Nord. À qui appartient Rockall ? Avant tout, peut-être, à l'océan.